Bienvenue à tous pour cette nouvelle vidéo, chapitre numéro 5, analyse spectrale comme vous pouvez le voir. Au cours de ce chapitre, nous allons étudier trois types d'analyse spectrale qui vont nous permettre de tirer des renseignements sur les molécules, sur leur composition, sur la manière dont les atomes sont assemblés les uns par rapport aux autres, et ceci pour la bonne et simple raison, c'est que les molécules sont, comme tout autre objet, capables d'interagir avec la lumière qu'on va leur envoyer. Ça a beau être des objets microscopiques, ils sont capables d'interagir et si on analyse correctement la lumière récupérée, eh bien on est capable d'en tirer des renseignements. Alors au cours du premier paragraphe, que je ne vais pas développer au cours de cette vidéo, nous avons abordé les différentes familles en chimie organique. Et ce paragraphe renvoie à une activité, l'activité 12, qu'on a développée en classe tous ensemble. Et donc je vous y renvoie pour bien évidemment savoir nommer, dessiner les molécules appartenant à différentes familles organiques. Le premier type de spectre que l'on va obtenir résulte de l'interaction entre de la lumière UV visible avec la matière. Ce spectre a pour origine tout simplement l'absorption de la lumière par une solution ou par une espèce chimique qui va transiter sur un niveau énergétique supérieur et donc elle va absorber de la lumière et elle va réémettre cette lumière en redescendant sur son état fondamental. Donc ce type de transition nécessite une énergie assez importante quand même, ce qui est tout à fait possible avec de la lumière UV visible qui porte en elle donc une énergie suffisante. Cette absorption, bien évidemment, dépend de l'espèce chimique qui a été dissoute dans la solution qu'on est en train de viser et d'étudier. Ça dépend bien évidemment de sa concentration et ça va dépendre de la lumière que l'on utilise, plus particulièrement de la longueur d'onde de la lumière qu'on utilise. Alors, ces trois paramètres que je viens de citer nous font penser donc bien évidemment à la loi de Beer-Lambert, qui nous dit, petit rappel, que l'absorbance est proportionnelle à la concentration de l'espèce chimique dissoute. Le coefficient de proportionnalité K est ici. Un petit rappel, la concentration molaire s'exprime en général en mol par litre. L'absorbance est une grandeur qui ne possède pas d'unité et donc le coefficient de proportionnalité va avoir une unité inverse de celle de la concentration, c'est-à-dire des litres par mol. En utilisant donc des lumières de longueur d'onde différentes, on va pouvoir obtenir un spectre de l'absorbance en fonction de la longueur d'onde. Donc là, il ne s'agit plus, comme on l'a fait au cours des titrages, de faire varier la concentration, de mesurer l'absorbance et ainsi d'en tirer une droite d'étalonnage, mais plutôt, à partir d'une même espèce chimique, une espèce chimique donnée, de lui envoyer différents rayonnements avec des longueurs d'onde différentes et de mesurer l'absorbance à chaque fois. On obtient ce genre de spectre, donc avec l'absorbance en ordonnée et la longueur d'onde en abscisse. On voit par exemple, pour cette espèce chimique, qui est le bleu de méthylène, qu'il y a clairement deux maximums d'absorbance. Le premier de ces maximums se situe aux alentours donc, de 300 nanomètres, ce qui le situe dans l'ultraviolet. Le deuxième, un petit peu au-delà de 650 nanomètres, là on est clairement dans la partie rouge du spectre visible. Donc si on regarde uniquement la partie visible à partir de 400 nanomètres jusqu'à 750, on voit que tout le rouge est plus ou moins absorbé et donc cette substance va nous apparaître de la couleur complémentaire du maximum d'absorption. Et donc on va être dans le bleu, d'où bleu de méthylène bien évidemment. Couleur perçue et maximum d'absorption, bon, c'est ce que je viens d'évoquer. Voilà le graphe donc à côté qui présente plusieurs maximums. La lumière correspondant à un maximum est donc très absorbée.
Si elle est très absorbée, on va percevoir la couleur complémentaire. Donc vous aurez à votre disposition ce cercle chromatique ou bien un tableau de correspondance qui vous permet, en fonction de la lecture de ce graphe, de déterminer bien évidemment le maximum d'absorption et d'en déduire donc la couleur perçue. Si une substance n'absorbe que dans l'ultraviolet, imaginons que cette bosse, ce maximum d'absorption ne soit pas là et qu'on n'ait que celui-ci, eh bien, puisque aucune des lumières visibles n'est absorbée, la substance va nous paraître incolore. Si une substance absorbe plusieurs lumières dans le visible, eh bien, sa couleur va résulter de la synthèse additive des couleurs complémentaires, tout simplement. Donc ça, c'est l'objet de quelques exercices que l'on a traités ensemble. Couleur perçue et structure chimique. Alors, la comparaison du spectre d'une substance inconnue par rapport à des références permet son identification. Alors, qu'est-ce que j'évoque là-dedans? Eh bien, si on prend le cas du spectre UV visible, eh bien, on a des renseignements sur la structure de la molécule ou de l'espèce chimique qui est en solution. Pour des substances organiques, par exemple, une substance va être colorée si elle comporte de nombreuses doubles liaisons dans des positions conjuguées, c'est-à-dire alternance, double liaison, simple liaison. Plus il y en a, plus la couleur, plus le lambda max va augmenter et plus la couleur va se rapprocher. Alors elle va commencer par être jaune, puis orangé, puis rouge, et puis on va arriver sur des rouges briques très foncés. Pour les substances qui ne possèdent pas de squelette organique, donc des substances dites, alors voilà l'exemple du bêta-carotène, pardon, pour des substances inorganiques, eh bien la coloration, donc principalement des minéraux, va être due à la présence d'éléments de transition. Les éléments de transition sont situés dans la partie centrale de la classification. Donc, par exemple, les ions fer, les ions cobalt, les ions cuivre sont des ions qui sont colorés. Donc voilà pour ce premier paragraphe qui illustre de l'interaction entre la lumière UV visible, plutôt énergétique, et la matière. Deuxième type de spectroscopie étudiée cette année, il s'agit de la spectroscopie infrarouge. Donc là, on passe de l'autre côté du spectre visible. Les rayonnements infrarouges ont une énergie, portent en eux une énergie qui est beaucoup plus faible que, que la lumière UV. Alors avant de voir, quelle est la conséquence donc de cette plus faible énergie sur les molécules frappées par la lumière, voyons un peu à quoi ressemble un spectre infrarouge. Vous y voyez donc deux axes, comme pour le spectre UV, mais contrairement au spectre UV, ce n'est pas l'absorbance qui est représentée en ordonnée, mais la transmittance, qui est sa grandeur parfaitement complémentaire. Autrement dit, quand l'absorbance est forte, la transmittance est faible, et inversement. Et puis, en abscisse, une grandeur qui n'est pas la longueur d'onde, mais qui est le nombre d'ondes, noté sigma, et ce nombre d'ondes est égal à l'inverse de la longueur d'onde. Puisque cette grandeur est l'inverse de la longueur d'onde, vous voyez apparaître une graduation un petit peu originale qui n'est pas de la gauche vers la droite comme la plupart des graphiques, mais là de la droite vers la gauche. Ce spectre fait donc apparaître des creux qu'on appelle des bandes d'absorption. En voilà deux ici, et puis il y en a d'autres dans cette partie-là. Et il s'agit donc, quand on veut étudier et analyser un tel spectre, de voir à quel nombre d'ondes correspondent les différents pics d'absorption. Alors, pourquoi observe-t-on le spectre précédent? Eh bien, tout simplement parce que la lumière infrarouge, lorsqu'elle entre en interaction avec les molécules, elle ne va pas être capable de les faire transiter sur des niveaux d'énergie supérieurs,
Mais en revanche, elle va quand même être capable de les exciter. De les exciter et de faire vibrer ces molécules de différentes façons. Soit ça va être une vibration d'élongation. Les deux atomes ici sont reliés entre eux par une liaison covalente, qui correspond à deux électrons, une paire d'électrons, qui est matérialisée ici par un petit ressort qui donne une idée de la réalité, mais qui évidemment n'est pas la réalité. Et donc le rayonnement infrarouge est capable, en excitant cette liaison, de faire des transitions vibratoires longitudinales, ou bien de faire des vibrations de cisaillement pour lesquelles l'angle donc ici des deux liaisons va varier au cours du temps. Et donc ces molécules interagissent avec le rayonnement infrarouge, et donc en fonction de l'absorption de certaines longueurs d'onde ou certains nombres d'ondes, on peut en tirer des renseignements sur les liaisons entre atomes. Le spectre infrarouge renseigne sur les liaisons et non pas sur les atomes en particulier. Voilà ce que je viens de dire. Donc, le spectre infrarouge renseigne sur le type de liaison qu'il y a entre deux atomes. Et donc, on peut identifier une molécule en déterminant le nombre d'ondes des bandes d'absorption du spectre et en utilisant une table de comparaison que vous retrouvez dans votre livre. Voilà un exemple en particulier. Donc, j'ai repris le spectre infrarouge que vous aviez déjà sur une diapositive précédente. On voit apparaître donc un certain nombre de bandes d'absorption qu'il faut identifier en regardant le tableau qui est ici. Donc par exemple, vous avez ici une bande d'absorption qui est située à 3300 à peu près cm-1, et donc 3300 cm-1, ça nous donne deux éventualités, soit une liaison OH, soit une liaison NH. Vous en avez une autre aux alentours de 2900 cm-1, donc 2900 cm-1, a priori le tableau est assez limité, mais il n'y a que cette possibilité-là. Et je redonne la remarque que j'avais pu faire précédemment. 2900 cm-1, cette bande-là caractéristique, qui est assez fine mais de forte intensité, c'est une bande que l'on va retrouver dans toutes les molécules organiques, puisque la liaison carbone tétragonale hydrogène est présente à de multiples reprises dans la quasi-totalité des molécules organiques. Il y a d'autres bandes qui sont présentes, mais pour des valeurs de nombre d'ondes plus petites que 1500 cm-1. Pour des valeurs de cet ordre-là, ça devient beaucoup plus difficile d'identifier qui est responsable de telle ou telle bande. Donc on se limitera à une lecture pour des nombres d'ondes au-delà de 1500 cm-1. On peut ainsi identifier donc des bandes bien caractéristiques, bien séparées les unes des autres, facilement identifiables, alors que pour les nombres d'ondes plus petits que 1500 cm-1, on est sur l'empreinte digitale de la molécule, et là ça devient beaucoup plus complexe à lire pour un œil novice, comme le vôtre et comme le mien. Donc voilà, et si je veux conclure un petit peu sur l'utilité et l'intérêt de la spectroscopie infrarouge, puisqu'on arrive à identifier des liaisons qui sont présentes dans une molécule, on peut avoir une idée plus ou moins précise de la famille à laquelle appartient la molécule. Mais on n'en aura pas beaucoup plus de renseignements. Alors un petit cas particulier, c'est le cas de la liaison hydrogène. Alors la liaison hydrogène, petit rappel, c'est une liaison qui va se former bien évidemment entre un atome d'hydrogène, donc celui-là par exemple, qui est lié à un atome qui est plus électronégatif que lui, l'oxygène par exemple. L'oxygène, plus électronégatif, va attirer davantage la paire d'électrons qui relie ces deux atomes, et donc globalement, l'hydrogène est un peu déficitaire en électrons, porte donc une petite charge delta+, l'oxygène est excédentaire, porte une charge delta-. Cet hydrogène peut se retrouver au cours de ces mouvements aléatoires à proximité d'un atome d'oxygène d'une autre molécule.
Donc on retrouve exactement la même logique pour la molécule d'eau voisine. Et donc là, vous avez à proximité un atome qui est porteur d'une charge delta- et un atome qui est porteur d'une charge delta+. Comme toute charge électrique de signe opposé, vous avez une attirance ici entre l'atome d'oxygène et l'atome d'hydrogène. Cette attirance, donc, c'est la liaison hydrogène qui est matérialisée par une ligne pointillée pour montrer quand même que cette interaction, cette liaison, est plus faible qu'une liaison covalente résultant de la mise en commun d'une paire d'électrons. Alors pourquoi est-ce qu'on parle de cette liaison hydrogène? Parce qu'elle est présente dans quelques molécules que vous allez étudier cette année, et elle est notamment présente lorsque les molécules sont proches les unes des autres. Donc c'est le cas notamment à l'état liquide, quand on est sur des états condensés de la matière, et elle ne l'est plus en revanche lorsque les molécules sont à l'état gazeux. Donc quels sont les éléments chimiques qui sont concernés par cette liaison hydrogène? L'oxygène, comme vous pouvez le voir sur l'illustration ici, mais aussi les atomes d'azote. Donc dès que l'on rencontre des familles qui possèdent des liaisons OH ou des liaisons NH, la liaison hydrogène peut intervenir. Donc comme je vous le disais, cette liaison hydrogène ne se manifeste pas à l'état gazeux parce que les molécules sont plus espacées les unes des autres. Et évidemment, si on augmente la distance entre une charge plus et une charge moins, l'interaction électrique va perdre évidemment en intensité. Et cette liaison hydrogène, l'existence de cette liaison hydrogène va affaiblir en quelque sorte les liaisons voisines, puisque c'est en quelque sorte un jeu de vases communicants, ce qui est donné à l'un est repris à l'autre. Eh bien, ça va se manifester au niveau du spectre infrarouge. Donc si on prend l'exemple d'une liaison OH, présente dans les alcools par exemple, eh bien, en fonction de l'état libre ou lié, autrement dit, molécules à l'état gazeux ou bien à l'état condensé, on va avoir une même bande pour cette liaison OH, mais qui n'aura pas la même forme, la même intensité. Donc là, on est sur un état libre, autrement dit état gazeux. Vous avez une bande qui est de faible intensité ou de moyenne intensité et très très fine, alors que pour une liaison OH liée, associée, voilà, OH associé est ici, et bien là on voit une bande qui est beaucoup plus intense, qui est plus large et qui est décalée aussi légèrement en nombre d'ondes. Là on est autour des 3200 cm-1, alors que pour le OH libre on est plutôt proche des 3600 cm-1. Donc il y a un décalage, il y a une variation d'intensité, il y a une variation aussi de la largeur de cette liaison. Donc voilà le cas particulier que l'on rencontre notamment quand on a affaire à des alcools ou bien des amines, puisque ce sont des molécules pour lesquelles on va rencontrer la liaison hydrogène. Voilà pour ce troisième paragraphe qui parlait donc de la spectroscopie infrarouge, et pour résumer rapidement à quoi sert la spectroscopie infrarouge. Si vous l'analysez correctement, vous aurez une idée assez précise de la famille à laquelle appartient cette molécule. Pour ce qui est du squelette, de l'agencement des atomes, eh bien, tout ceci sera développé dans la prochaine vidéo qui nous parlera de la troisième spectroscopie étudiée, qui est la spectroscopie RMN. Mais ceci, ce sera dans quelques jours. Voilà, à très bientôt.